Ses rattachements, il est membre du laboratoire Histoire des économies et des sociétés méditerranéennes. Alors d'abord, il faut dire qu'il enseigne à l'université de Tunis, à FEF, et qu'il est spécialiste des questions migratoires, de la migration irrégulière en particulier, en Tunisie, mais aussi en France, notamment à partir de la migration yougoslave. Donc membre du laboratoire Histoire des économies et des sociétés méditerranéennes, membre aussi de l'Institut Convergence et Migration, qui est un institut spécialisé sur la migration, comme son nom l'indique, à Paris, et chercheur associé à l'URNIS, à Nice. Il est titulaire d'une HDR qu'il a rédigée sur les histoires transnationales, nationales et transnationales des migrations méditerranéennes dans les Alpes-Maritimes et en Tunisie, au XXe siècle et XXIe siècle, et avec un dossier rédigé sur la diplomatie, société et culture dans les espaces méditerranéens et subsahariens. Voilà, le doctorat d'histoire a été mené en co-tutelle entre l'Université de Tunis et de Nice, Sophia Antipolis, sur la délinquance en temps de crise. Mais voilà, tout ça, le doctorat commence un peu... Enfin, en tout cas, il ne s'agira pas du doctorat aujourd'hui, je pense, mais plutôt de discuter de ce dossier à partir des connaissances de M. Ben Khalifa. Donc, je vous laisse la parole, peut-être pour une trentaine de minutes à vous deux, et ensuite, on passera à Céliade et on passera la parole à la salle par la suite. Voilà, merci beaucoup. Merci. Donc, bon après-midi, bonsoir. On est très content d'être ici cet après-midi. On remercie l'IRSA pour l'invitation. Et en fait, on a pensé de présenter le numéro aussi en se focalisant sur le processus de mise en place du numéro. Puisqu'en fait, comme Kadia l'a dit, le titre même à poser des questions et on s'est posé des questions à travers le titre qu'on a choisi. L'idée c'était de penser la Libye autrefois et donc on sait que dans les médias il n'y a qu'un Libye présenté, c'est la Libye du conflit, c'est la Libye du chaos. Et on a décidé d'évaluer des autres perspectives, en fait. Peut-être qui vont commencer. Donc, la mise en place, le montage du numéro, il nous a pris une année, plus ou moins. Et c'était un processus, je dirais, challenging, je ne sais pas le mot en français. Et puisqu'on a fait sortir l'appel à contribution en octobre 2021 et après on a recueilli les propositions en décembre et la sélection on l'a eu à janvier et les premières versions des articles on l'a eu en avril. Et après, les articles ont été soumis à une double évaluation. Et donc, il y a eu un processus de peer evaluations, donc d'évaluation par les pairs. Oui, d'évaluation par les pairs. Et à la fin, on a retenu 5 contributions, des contributions qu'on a reçues. Et la publication du numéro a été en décembre de l'année dernière. Et on a choisi une photo pour la couverture du numéro, qui c'est une photo que j'ai prise à l'université de Tripoli quand j'étais là, en juin 2013. Et en fait, on a pensé que c'était vraiment représentatif de l'esprit de l'après 2011 en Libye. Il y avait cette idée de libération et de beaucoup de possibilités qui se sont ouvertes pour la jeunesse libyenne particulièrement. Et après, on sait que la guerre civile a caractérisé
la plupart des années qui ont suivi. Mais ce qu'on voulait souligner avec ce numéro spécial, c'est que cet espoir de changement et de libération, en fait, a produit quelque chose qui n'existait pas en Libye avant. Et donc, il y a beaucoup plus de Libye qui se sont produises après le 2011 et qui sont plusieurs fois cachées dans la discussion plus générale sur la Libye. Donc, on a commencé à penser, à rédiger la contribution et dans le décennal de la révolution libyenne. Et en fait, dans cette année, beaucoup d'ouvrages collectifs ont sorti sur la Libye et on était en train de nous demander comment contribuer à la discussion en disant quelque chose de différent. Et on a pensé à un dossier choral et donc on a pensé d'interroger les dynamiques plurielles de la société libyenne et en particulier en questionnant les relations entre les individus et l'État ou les individus et les acteurs de groupe dans l'attention réciproque, mais aussi, et ça peut-être va être souligné même avant et même après, dans la longue durée. Donc l'idée c'était de valoriser l'histoire et le rôle de l'histoire dans les tensions contemporaines en Libye. Et aussi on a pensé de rediscuter les paradigmes dominants dans l'interprétation du conflit et des tensions libyennes. Par exemple, la focalisation sur la construction ou déconstruction de l'État-nation, le rôle des tribus, les milices, les ethnies ou les ethnicités. Et on a décidé d'aborder ces questions-là de manière critique et cherchant d'échapper à la fétichisation du conflit. Donc parler de Libye seulement à travers le prisme de la guerre civile et de la conflictualité. Et pour faire cela, on a dit qu'il faut se concentrer sur ce qui est présent en Libye et pas seulement sur les choses qui manquent, donc les terres ou la paix, je dirais. Et donc interroger le défi, mais aussi les opportunités de ce qui a été appelé la transition libyenne. Donc on a identifié 3 axes de recherche. Le premier était d'interroger les configurations du pouvoir en Libye au-delà du paradigme de l'État-nation. Et le deuxième, c'était de penser la société libyenne au-delà de la violence ou de la coercition. Et le troisième, donc c'était plutôt quelque chose qu'on aimerait faire, mais en fait on n'a pas reçu de contribution sur ce sujet-là, qui est très important quand même. Et c'était interroger la possibilité de faire de la recherche en Libye entre conflits, donc dans des contraintes dues au conflit, mais aussi à la pandémie. Donc, de réfléchir sur la difficulté d'accès à la Libye comme cas représentatif de la région plus en général. Donc ça, c'est peut-être il va passer cette slide. Et donc, à la fin, on a retenu 5 articles. Et comme vous voyez, cet article-là couvre la longue durée. Donc, on a des contributions sur le rôle de la CNUSI dans la Libye indépendante et en particulier comment cet acteur de groupe qui a
un acteur religieux, bien évidemment, et a changé dans le processus d'institutionnalisation étatique. Après, on a eu une contribution par Soraya Rahim sur le rôle des élites d'ancien régime dans la reconfiguration du politique en Libye maintenant. Et on a écrit une contribution, on a eu la contribution de Pauline Poupard sur la question Touareg en Libye, et avec des entretiens avec des Touaregs qui sont maintenant soit en Libye, soit en Tunisie, comme demandeurs d'asile. Et on a écrit une contribution critique sur la centralité des élections dans le présent de la Libye. Donc on a interrogé le paradigme de la transitologie plus en général. Et après, on a une contribution de Luca Ranieri qui a essayé de discuter les imaginaires qui ont été mobilisés à travers l'histoire sur la Libye par des puissances extérieures différentes, mais aussi en Libye, sur la Libye. Je vais laisser la parole à Clara. Donc, oui, donc ce numéro spécial, comme Karen l'a déjà annoncé, a adopté une perspective diachronique et critique, et en fait les articles retenus sont attentifs surtout aux variations d'échelle, du macro au micro, et aux variations de la temporalité, donc du passé au présent et vice-versa. Ça signifie que les différentes contributions n'abordent pas seulement les questions qui ont émergé après 2011, mais interrogent aussi les changements récents dans les pays, tout en questionnant les catégories qui ont été appliquées pour les analyser à travers ces cas d'études qui ont été adoptés par chaque article, et les catégories qui ont été appliquées, et ils utilisent une perspective diachronique. Donc ils font en privilégiant une analyse des dimension historique du politique qui questionne la pertinence des ruptures traditionnellement articulées autour du changement des régimes, donc la période coloniale, la monarchie, les coups d'État de 1969 et la révolution de 2011. Et pour ce faire, ces articles se sont concentrés sur les processus de reconstruction et configuration du social et du politique en Libye de façon différente, tout au long aussi de l'époque contemporaine. Il interroge aussi la profondeur historique de certains points qui semblent être apparus après les 2011, mais qui en fait ont déjà soit des précédents dans l'histoire, et pas seulement des précédents qui expliquent ce qui arrive aujourd'hui, mais qui expliquent aussi la valeur d'une approche différente, qui n'est pas celui de la transitologie, ou qui n'est pas seulement des commentaires politiques, ou même des journalistes qui disent avant, avec Gaddafi, il n'y avait pas de politique, il y avait les tribus ont la valeur. Non, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus varié, le scénario actuel, et il interroge tout à fait constamment les processus historiques de ce pays. Un pays national qui a été créé avec l'occupation coloniale italienne, qui n'existait pas comme nation avant. Et en fait, l'objectif, la dernière boule, l'objectif de ce numéro spécial est en fait de remettre en question la dichotomie entre les institutions soi-disant traditionnelles, ce qui sont appelées traditionnelles souvent, et le paradigme de la modernité de l'État-nation. De mettre en lumière les interactions et les recompositions politiques en Libye à l'intersection des espaces institutionnels et non institutionnels, afin de saisir la multiplicité des Libyes actuellement en construction. Nous souhaitons, avec ces dossiers, donc, de remettre en discussion la façon de déchiffrer les phénomènes des changements politiques et sociaux, et plus en général de considérer les recherches sur les changements politiques et sociaux dans le nord de l'Afrique
d'une autre façon et au niveau global, comme un chantier en évolution persistante. Nous voulons vraiment souligner que la boîte à outils de la transitologie, qui a été même critiquée par d'autres auteurs, même américains, qui ont mis en question la valeur de trouver dans des révolutions les ruptures, les sens de la démocratie. Mais même ces auteurs ont à notre avis, failli dans le fait de trouver une façon de décrire ce qui est vraiment en train d'arriver sur le terrain et surtout d'utiliser ce qui sont les termes de référence temporaires et spatiales des gens qui sont en train de vivre ces changements même. Et sur ça, c'est pour cela qu'on aurait vraiment beaucoup aimé avoir des contributions, des propositions sur la question de l'accès au terrain, parce que ça aurait été très intéressant de remettre en discussion aussi comment reformuler ces catégories sans avoir vraiment accès au terrain, ce qui est une question de sécurité, soit pour les chercheurs que pour les intervieweurs. Mais ça, c'est un autre débat qui nous intéresse beaucoup, donc on peut aussi en discuter. Et donc, je disais, nous souhaitons reconnaître les péculiarités du parcours historique et des changements sociopolitiques d'un pays. Donc, on veut reconnaître que la Libye, son parcours, c'est une joncture historique importante, et en même temps faire sortir ce pays faire sortir la compréhension de ce qui arrive dans ce pays du paradigme de l'exceptionnalité, parce qu'on continue à parler de la Libye comme un pays Libyan exceptionnalism qui est tout au cours des analyses avant les 2011, après les 2011, ce qui est en train de nous empêcher de voir vraiment la pluralité, la variété de ce qui arrive. Donc, nous souhaitons de repenser le devenir du pays Libye sur des critères ancrés dans les histoires locales et qui peuvent s'avérer valides aussi peut-être pour l'analyse des dynamiques régionales au sens plus large. Donc, à nouveau, la Tunisie, l'Égypte, les pays voisins, le Maroc, d'une façon vraiment différente. Et on a déjà terminé, d'accord. Et vraiment, je voudrais souligner la valeur d'interroger les présents avec les outils que l'histoire nous a donnés. On a vraiment aimé creuser et mettre les gens dans des débats qui ont déjà depuis longtemps mis en question toutes les analyses de 2011, mais qui sur la Libye souvent ont du mal à s'affirmer. Donc c'est là aussi qu'on est très heureuse d'être ici, discuter le numéro spécial et proposer une approche multidisciplinaire, surtout en étant politiste à ce moment. La science politique a vraiment du mal à sortir de certains schémas, de certains paradigmes. Et vraiment, le dialogue entre disciplines, pour nous, c'est basique à ce point. J'arrêterai là. Oui. C'est intéressant de sentir la discussion, d'interagir avec le public. Bien sûr, on va donner la parole. Mais c'est juste qu'il faudrait éteindre ça parce que j'ai l'impression d'être à côté d'un chalet. Si on a terminé, je vais essayer de trouver le bouton. C'est celui-là. Oui, mais alors pourquoi ça ne s'éteint pas? Parce que moi aussi j'aurais fait comme vous. Oui, presser sur la touche, non, presser sur l'autre touche. Donc oui. 2 fois donc. Sinon on enlève la prise. Voilà. Voilà, on coupe là. Voilà. Vous pouvez. Ah non, ça pardon. Bon. Parfait. Voilà. Mais peut-être avant de vous donner la parole. On peut remettre la lumière. Avant de vous donner la parole, peut-être vous demander quelqu'un vous pouvez allumer dans les yeux, C'est là, ça. Voilà, non. Je suis en présentation. Donc, vous demandez si vous aviez un exemple d'un endroit, d'un moment où cette interdisciplinarité, justement, où l'histoire a aidé à mettre quelque chose en lumière que vous n'auriez pas vu autrement. Voilà. Et dans les articles? Oui, dans les articles. Et puis après, vous donnerez la parole. Non, mais c'est juste pour comprendre, pour avoir un peu plus d'exemples.
Donc, par exemple, la question des élections a été, je vous dirais, pivotale dans ces réflexions-là. En fait, il y a l'idée que la Libye n'est pas prête à avoir des élections, qu'il n'y a pas de mécanisme ou de démarches participatives suffisantes, que la politique libyenne s'articule à travers la structuration très hiérarchisée de la société tribale et de ce dynamique-là, mais en fait, soit dans l'histoire du pays, il y a eu des élections, et après le 2011, il y a eu beaucoup de sélections, soit officielles, donc on a eu des élections en 2012, et après des élections municipales, et après des autres élections en 2014, et il y a eu aussi des mécanismes d'élection de représentants hors de l'État. Donc, par exemple, le congrès, l'autre congrès à Mazir a été élu, et il y a eu des élections qui ont été organisées avec des listes électorales, avec des démarches de consultation quasi officielle, mais pas officielle, en fait, ou pas reconnue. Le même pour le Conseil du Touareg. Donc il y a des expériences des élections ou de désignation de la leadership locale à travers des mécanismes de consultation qui sont aussi historiques, mais pas nécessairement, ou pas forcément dans la forme de l'État-nation néolibéral qu'on imagine quand on demande à la Libye de faire des élections sur des paramètres qui ne sont pas libyens forcément. Et donc, et ça c'est aussi une question qui retourne plusieurs fois, dont on parle avec des Libyens, qui disent peut-être qu'il y en a dans notre tête une version différente de la démocratie. Mais il n'y a pas d'espace pour discuter cela. Donc comment on peut articuler la représentation autrefois. Et l'histoire c'était central, je dirais, dans la compréhension de cette façon. Parce que, puisqu'en fait, même dans la période de l'indépendance monarchique, il y a eu des élections, et après la destruction et la déstructuration des partis politiques, mais ça n'a pas signifié que l'opposition ne s'est pas exprimée. Et même pendant la période de Gheddafi, il y avait une opposition qui s'exprimait, qui a été violemment réprimée par l'État, et qui s'est exprimé aussi beaucoup dans l'exil, dans la diaspora. Donc le rôle des réseaux de la diaspora était très important, même avant la diaspora pro-Gheddafi, qui est très centrale dans l'article de Soraya. Mais en fait, la diaspora libyenne a construit l'idée du Libye autrefois vis-à-vis la Libye du colonialisme, et cela a été construit à travers la résistance, mais aussi à travers la diaspora et la migration. Donc aussi la centralité de la migration libyenne comme facteur pour réimaginer la communauté politique et pour expérimenter avec le politique ailleurs. Merci beaucoup. Monsieur Ben Khalifa. Oui, merci. Tout d'abord, je voudrais remercier l'IRMC de m'avoir invité à commenter la publication du numéro 28-2022 de l'année du Maghreb, qui comprend un dossier Libye en devenir, déchiffrer changements sociopolitiques et en diachronie à plusieurs échelles. Ce numéro s'intéresse à la pluralité des modes de mobilisation et de participation politique, avec une inscription dans l'histoire et la géographie du pays et une variation des échelles d'analyse. Les auteurs, avec eux, des articles de ce numéro se concentrent sur la multiplicité des acteurs et les enjeux des évolutions qui traversent la société libyenne dans un contexte d'un régime autoritaire précédé par quelques années de monarchie et suivi par une situation de guerre civile dont les protagonistes ont du mal à trouver un compromis.
Ce numéro coordonné par Chiara Lucci et Chiara Pagano aborde des aspects de l'histoire de la Libye dont l'une des composantes essentielles est la Zaouïa Sounsi, dans ses interférences entre le religieux et le politique. La stratégie de l'ancienne élite du régime de Kadhafi qui cherche à retrouver sa place dans l'échiquier politique a fait l'objet d'un article de Sarah Rahim et l'autre de Carlotta Marchini. L'émergence des revendications identitaires sont abordées au prisme de l'étude de la minorité touareg. Ce champ de recherche ouvre des réflexions sur la diversité des minorités ethniques considérées comme allogènes malgré des décennies d'installation des primo-arrivants et l'inscription de leurs descendants, les descendants du Touareg, dans les mouvements sociaux et les groupes armés. L'article de Pauline Popard. À travers la crise et l'instabilité, la Libye s'est retrouvée au cœur des enjeux géopolitiques régionaux, notamment avec l'intrusion de la Turquie et des puissances européennes et même des puissances extra-méditerranéennes. C'est ainsi que Chiara Lucci et Chiara Pagano ont mis l'accent sur les obstacles de l'émergence d'un État démocratique. Elles ont plus raisonné en termes de devenir qu'en termes de politique de transition. Les Libyens étaient sous la pression de la mise en place d'une démocratie formelle, soit-elle. Chiara Lucci et Chiara Pagano expliquent que les positions d'individus et de groupes en dehors des canaux d'expression politique officiellement acceptés ne peuvent pas être ramenés à des expressions d'anarchie, de désordre ou d'immaturité politique. Bien évidemment, pour un numéro de revue, il est difficile, voire impossible, de couvrir tous les sujets relatifs à la Libye. Malgré l'intérêt croissant pour la Libye depuis la chute du régime de Kadhafi, ce pays est sous-étudié. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui explique les difficultés de trouver des experts pour les médias ou des spécialistes lors de l'organisation de rencontres scientifiques. Et peut-être d'ailleurs c'est l'une des raisons de l'incapacité d'avancer des solutions adéquates pour régler le conflit en Libye. La bibliographie utilisée par les auteurs de ce dossier est riche. Néanmoins, des ouvrages incontournables n'ont pas été utilisés. Nous pouvons excuser la non-utilisation des travaux en arabe, mais il a fallu consulter au moins quelques comptes rendus. Un seul ouvrage de Mosfoines a été utilisé, lui qui avait écrit sur l'identité libyenne et sur le tribalisme dans son dernier livre, La Libye, je traduis, La Libye que j'ai vue, La Libye que je vois, publié chez Adar Mutawassiti al-Nashr en 2018. Il s'est posé deux questions d'un grand intérêt qui croisent d'ailleurs l'article de Chiara Lucci, de Chiara Pagano et de Soraya Khaïm. Comment rompre avec la lecture de la crise d'après 2011 et poser les jalons d'un nouveau départ pour une nouvelle étape? La société libyenne dispose-t-elle d'atouts historiques, socio-économiques et d'un système de valeurs permettant de dépasser la crise? Mosfoines a expliqué le rôle de l'intervention étrangère dans la destruction des institutions d'encadrement de la société libyenne, fragile soit-elle. L'OTAN, d'après lui, n'a pas prévu une alternative à la destruction des institutions. Mosfoines a saisi les formes de blocage dans la société libyenne de 1969 à 2011 et qu'il a identifié comme étant des blocages politiques, des blocages économiques et des blocages culturels. La tribu a été exploitée par Kadhafi pour maîtriser la société et la dominer par un pouvoir politique. Et après 2011, les puissances régionales ont cherché à trouver des alliés locaux parmi les tribus, citant par exemple pour la Turquie avec le tribu de Masrata, le Qatar avec Zantem. L'échec de trouver un consensus et la responsabilité commune de 4 acteurs, d'après Mosfoines, des acteurs politiques, l'élite intellectuelle, les tribus et les forces du radicalisme religieux. Et quand on lit l'ensemble de ces travaux, on le croise avec d'autres, et c'est d'ailleurs ce qui a été dit même dans ce numéro, c'est un peu les interventions étrangères.
Ouanès a écrit d'autres livres qui n'ont malheureusement pas été cités. C'est Sulta al-Mujtama' wal-Jama'iyat fi Libya, Dirasa Tawfiqiyya Maydaniya, c'est-à-dire une étude sur la société civile en Libye, une étude de terrain, et aussi sur la personnalité libyenne, le trio de la tribu de Butin et de Al-Ghalaba. C'est Al-Ghalaba, la traduction, donc disons la domination. La domination, voilà. Ouanès a posé les jalons d'un règlement du conflit qui prenne en considération la nécessité de prendre en considération le caractère tribal de la Libye et de trouver une solution libyenne, c'est-à-dire entre les acteurs politiques locaux. Il faudrait remettre sur pied l'armée, l'inclusion des milices dans l'administration et assurer une réconciliation nationale. Le fait de ne pas consulter l'ouvrage sur le vivre ensemble, donc moi, lors de la publication de ce livre, donc j'en ai ramené des exemplaires à l'IRMC, peut-être qu'ils sont dans la bibliothèque, il est en arabe, pas cette fois, 2016, 2017, j'en ai ramené un. Oui, voilà. Je vous remercie beaucoup. Voilà, et vous se trouve à l'IRMC. Voilà, et vous avez l'autre, Coexistence in Libya and Other Geographical Area. Donc dans ce livre, il y a d'ailleurs l'article qui résume à peu près, qui a été développé par la suite par Moussa Ouanès pour faire cette étude sur dans ce livre-là, vous avez des participants spécialistes de la Libye, dont Najib El-Hassadi, philosophe, Zahid Ibrahim, politologue, Amal Labidi, aussi politologue, Mahmoud Abousso, historien, Moussa Ouanès. Et pour faire une comparaison avec d'autres espaces, il y a Simon Sfatlili qui a participé avec un article sur le dialogue national. Il y avait même Catherine Kokre-Bedrovic qui nous a fait une comparaison avec l'exclusion du récit national et qu'est-ce qu'elle peut produire. Elle a pris l'exemple des Touaregs au Mali et les Hutus au Rwanda. Elle a expliqué aussi la genèse de ce problème. Bon. Je vais revenir à ce livre et l'intérêt peut-être de l'utiliser si vous avez d'autres projets, si vous voulez continuer à travailler sur cette question. Donc tous les axes consacrés, tout un axe a été consacré aux entraves du vivre ensemble. Par exemple, parmi les spécialistes, vous devriez le connaître, Romain Rénéro qui a écrit un article. Je vais vous donner un exemple, hein. Donc, et ça croise un peu l'étude que vous avez faite sur la période des Snoussi. Hein. Je vais vous montrer. La période des Snoussi, de la monarchie. Je n'avais pas entendu parler. Ouais. Romain Rénéro, à travers l'analyse des lettres de Omar al-Mukhtar, il a montré que ce dernier avait compris, qui avait bien compris qu'au-delà de son titre de délégué militaire du Grand Snoussi, il avait compris que la région de la Libye entière aurait nécessité de s'unir sur le plan national, en gommant les rivalités locales sans les brouilles. Des réunions des notables de Rayen ont eu lieu le 18 novembre 1920 et l'accord de Sirte le 16 août 1921, et les autres, donc de Sidi Houma en 1929, donnent l'engagement, de cet engagement national de Omar al-Mukhtar pour essayer d'unir la Libye. Donc l'idée de l'Ummah Libye, l'idée d'unir les Libyens n'est pas venue avec les Britanniques ou à la fin, après le départ. Donc ça a été les germes de cette idée et ça a été analysé à travers des lettres de Omar al-Mukhtar. Donc il a essayé de trouver un terrain pour que le Libyen puisse s'unir autour de l'idée de Al-Ummah Libye. C'est pour cette raison d'ailleurs, et c'est ce que vous avez fait par la suite, vous avez montré qu'il y a eu une unification de la Libye qui a eu lieu avec l'appui des Britanniques. Mais ce n'était pas artificiel. Parce que cette idée de Al-Ummah Libye, elle ne venait pas d'après l'indépendance de la Libye. C'était un peu plus ancien. C'était un peu plus ancien. Non, je ne contredis pas, c'est juste, je complète, non, je réponds. Oui, parce que voilà. Je crois qu'on a pas mal discuté sur ça ensemble, on est très d'accord sur ça. Voilà, Amal Abidi, dans son article, elle a montré, Amal Ubaidi, Najib El-Hassadi, ont dû construire la crise de Libyen. Et pour eux, la crise libyenne n'est pas seulement d'après 2011, mais même elle est antérieure pendant la période
de la monarchie. Cette crise, pour eux, c'est une crise identitaire. Fondamentalement, une crise identitaire. Vous savez pourquoi? Tout simplement, et peut-être c'est une idée toute simple, parce que la Libye à l'époque a fait venir les manuels scolaires d'Égypte. Et dans les manuels scolaires égyptiens, il y avait les idées de Nasser. Donc, les manuels scolaires, dans toute la Libye, ils utilisaient les manuels scolaires libyens, comme nous à une période. Voilà, donc égyptiens. Donc ils ont fait venir les manuels scolaires égyptiens. D'ailleurs, l'idée de la nation égyptienne n'était pas affirmée, n'était pas concrète. Donc il y avait l'idée de la Libye, la possibilité d'unir les trois parties de la Libye. Et du coup, on fait venir les manuels scolaires qui diffusent l'idéologie du panarabiste. Et du coup, cette situation a créé une crise identitaire qui a perduré. Après, même avec Kadhafi, qui était dans une sorte d'agitation idéologique, parce qu'il a marginalisé les minorités. Et aussi, d'un côté, il était parfois pour le panarabisme, d'un autre côté, il était ouvert sur l'Afrique, et après, il a renié tout ça. Donc, cette crise identitaire, en partie, pour ces trois auteurs, elle est une crise identitaire. Mais quand on regarde un peu et on croise un peu avec ce que vous avez publié, c'est une crise de légitimité, c'est une crise qui est liée à la faiblesse de l'État, qui a des difficultés à lever les impôts, aujourd'hui même, et à l'injustice dans la distribution de la rente pétrolière, notamment sous Kadhafi. Et Kadhafi, vous savez comment il a fait. Au début, disons, sous la monarchie, et avec la création donc, de ce qu'on appelle la Libye actuelle, donc, il y avait des relations économiques entre les différentes parties de la Libye. Mais Kadhafi, et d'ailleurs une fois j'ai posé la question à Feu Monsfones, mais je lui dis, mais c'est un fou ce Kadhafi, parce que dans ses discours il n'y a pas de réponse. Il m'a dit non, comment tu peux dire qu'un fou peut gouverner un pays pendant 40 ans? Là, il faut chercher la logique avec laquelle Kadhafi a gouverné. Donc, il a gouverné. Je ne suis pas convaincu de la démonstration, non, il a écrit d'ailleurs. La question, c'est que Kadhafi a gouverné en établissant un rapport vertical entre le pouvoir et les chefs de tribu. Ça veut dire que vous pouvez avoir les hauts grades de l'armée, c'est pas parce que vous êtes compétent, non, parce qu'il y a des rapports de force avec, ou par exemple vous pouvez devenir diplomate ou haut fonctionnaire en travaillant. Donc il distribuait la rente pétrolière de cette façon-là. De ce fait, il a contribué à isoler les différentes parties de la Libye en établissant ce rapport vertical, pas un rapport économique horizontal entre les différentes régions. Voilà, ce qui était un processus qui aurait pu continuer. Mais donc avec Kadhafi, c'est quelque chose... voilà. Et le problème, c'est que ces mêmes personnes qui souffraient de l'injustice de la distribution de la rente, eux-mêmes, ils ont continué ou se sont accommodés de ce système après 2011. Donc du coup, la tribu, ce qui apparaît un peu, mais c'est confirmé par d'autres études, apparaît comme l'un des fondements du dialogue. Pour certains, la tribu est considérée comme un problème, mais vu la spécificité, d'ailleurs ça corrobore un peu ce que vous avez dit vous avez écrit, c'est que la tribu peut être considérée comme la clé du règlement du conflit, la clé pour trouver un consensus. Il faut peut-être raisonner autrement et prendre en considération la spécificité de la société libyenne. On ne peut pas nier le paramètre tribal dans la Libye. Si on a envie de dépasser la crise ou de trouver une solution, de trouver un consensus entre les différentes parties. Parce qu'aussi, au niveau des tribus, les alliances changent rapidement selon les intérêts. Et aussi, le problème de la Libye, c'est l'ingérence étrangère, elle est passée soit par des chefs de milice, soit par des chefs de tribu. Et du coup,
Donc, ce qui a accentué le problème de la Libye, c'est cette intervention étrangère. Donc là, c'est un élément à tenir. Et du coup, d'ailleurs, dans l'un des articles de Monsophones, il a dit qu'il faut trouver un intermédiaire neutre qui puisse régler le conflit tout d'abord avec les puissances régionales et les puissances méditerranéennes, extra-méditerranéennes, pour pouvoir mettre tout le monde autour de la table. C'est assez compliqué, mais bon, la Libye, elle est faite comme ça, et il faut prendre en considération sa spécificité. Donc du coup, Amel Labidi, dans son travail, elle rappelle la nécessité de réformer les manuels scolaires. De réformer les manuels scolaires, ça c'est... Elle a écrit avec... oui, Madame bon, là j'ai trouvé un papier, c'est ce que j'ai apprécié dans ce travail, c'est l'utilisation des archives italiennes, le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Archives nationales d'outre-mer, et aussi vous avez fait un travail sur un terrain sensible, un terrain de conflit. Peut-être il faudrait trouver des moyens pour pouvoir enquêter dans des situations de guerre. Est-ce qu'il faut recourir aux nouvelles technologies? Est-ce qu'il faut faire les choses à distance? Ou déléguer les enquêtes de terrain pour des personnes sur place? C'est des questions qui se posent, hein. Donc, puisque la crise elle a l'air de durer un peu plus longtemps, ce qui décourage encore plus pour la sécurité les chercheurs d'aller sur place. Et ce que j'ai apprécié aussi dans ce numéro, c'est que vous avez observé la société libyenne par le centre, puisque vous êtes intéressé à l'élite, et aussi par la marge. Là vous avez l'exemple des Touaregs, mais il y a aussi la possibilité de le faire à travers les autres minorités existantes en Libye, les Tabous, les Amazirs. Mais il y a des travaux qui ont été faits là-dessus, et dans ce numéro vous n'avez fait que compléter un vide dans l'historiographie. J'aurais aimé, hein, ce n'est pas parce que le sujet m'est cher, d'aborder l'histoire de la Libye au prisme de la migration. Vous l'avez fait avec les Touaregs, mais pas tout à fait, parce que c'est une question qu'on ne peut pas ignorer, hein, quand on traite à l'instar des autres pays de l'Afrique méditerranéenne, puisque... Est-ce que l'article de Soraya ne parle pas de cette dimension? La migration des élites libyennes, en fait. Des élites libyennes. Des élites libyennes. Non, mais pour moi, c'est pas l'immigration, je parle de l'immigration. De l'immigration en Libye, parce que vous savez qu'elle est devenue une plaque tournante de cette migration Afrique, Europe, et aussi, vous savez que même par rapport à la Tunisie, il y a un problème, il y a que beaucoup de départs depuis la Libye, et ces personnes-là, ces immigrants irréguliers sont repêchés soit par les autorités tunisiennes, et ils se trouvent ici. D'ailleurs, récemment, quand on a montré des vidéos montrant qu'il y a des groupes de migrants irréguliers qui marchaient vers la région de Sfax, la question c'est que c'est des personnes qui ont été interceptées en mer. Et comme en Tunisie il n'y a pas de centre d'accueil pour les immigrés, on a l'impression qu'il y a un problème. Est-ce que aussi il y a beaucoup de migrants qui passent par la frontière tuniso-libyenne et par l'Algérie aussi? Donc la question migratoire est par excellence une question diplomatique, une question qui relève des droits humains, aussi un encadrement de la société civile, il y a l'intervention des acteurs, des organismes internationaux, et il y a aussi en Libye la traite des personnes. La traite des personnes, on a des études, on a des témoignages qui montrent même un retour de l'esclavage. Et quand on parle de la Libye, ce serait bien d'étudier sa métamorphose, cette évolution notamment récente de la question libyenne au prisme de l'immigration. Est-ce que vous aviez eu des propositions dans ce sens ou pas du tout? Non, il n'y en a pas eu. C'est ça aussi, quand on fait un dossier, on est tributaire. Ce n'est pas un reproche, je sais. Vous avez ici sous cet article, je sais que vous n'allez pas traiter tous les sujets, mais moi je donne des ouvertures par rapport à ça. Je me demandais juste si elles avaient eu, parce que la possibilité aussi, c'est d'avoir une proposition et que l'article soit mauvais,
ou pas suffisamment bon pour l'accepter. Donc je voulais juste savoir s'il y avait eu une proposition. Mais... De toute façon, pour traiter la question migratoire en Libye, je sais qu'il y a des Libyens et d'autres chercheurs qui l'ont fait d'un point de vue juridique, mais le travail aura du sol pour un peu déconstruire le fonctionnement des réseaux. Moi, j'ai lu par exemple récemment dans un rapport que les passeurs libyens se sont convertis en trafiquants parce qu'ils ont compris que le fait de s'inscrire dans la traite des personnes, ça rapporte beaucoup plus. Et aussi, ça nous permet ça nous renvoie un peu à la nature du fonctionnement institutionnel dans le pays, et il y a des parties de la Libye qui échappent à tout contrôle, sauf au contrôle des milices ou des chefs de tribu. Et quand il y a l'argent, et même, vous savez bien que les Européens ont dû négocier avec ces chefs de milice pour qu'ils contrôlent la frontière. Donc là, la dimension diplomatique de l'immigration, la dimension humanitaire, la dimension humaine, c'est des éléments très importants. Du moins, en termes d'ouverture ou de conclusion, je trouve que c'est intéressant. Et c'est un élément qui manque beaucoup à la recherche, notamment, et on sait bien la raison, c'est la difficulté de faire un travail de terrain. Et le travail de terrain, c'est pas parce qu'on ne peut pas le faire, parce que c'est dangereux. Là, si vous voulez faire étudier la traite des personnes, ça veut dire vous allez pointer du doigt des personnes, des trafiquants, des criminels qui bénéficient de ce trafic. Mais moi, je parle de la dimension transnationale. C'est qu'il y a un impact sur la Tunisie, un impact sur la migration en Méditerranée et un impact sur les relations Europe-Libye. Voilà, c'est juste... L'une des idées intéressantes de ce numéro est la reconnaissance que les mécanismes formels de la démocratie sont infructueux pour dépasser la crise. La longue durée permet de saisir la complexité des rapports, mais c'est aussi important de croiser les dynamiques locales et leur interférence internationale. Donc, je conclus que ce numéro est le fruit d'un effort collectif, complémentaire, qui abordait diverses questions relatives à la situation de crise en Libye. Ce travail est certes intéressant, mais nécessite d'être croisé avec d'autres travaux ou complété. C'est ce qui permet aussi d'avoir des perspectives importantes et que le terrain libyen. Je souligne qu'il y a aussi un autre numéro aussi intéressant qui a été coordonné par l'INESA, qui a été publié par la revue Hérodote. Donc il y a un travail intéressant et qui croise différents aspects, notamment par rapport à la chronologie politique. On retrouve le pendant de ce que vous avez fait. Et comme je vous ai dit, moi, le conseil que j'ai à vous dire, si je peux me permettre, c'est que même si vous n'avez pas accès aux travaux qui sont écrits en arabe, il faudrait peut-être motiver des chercheurs arabophones pour au moins vous tenir informés des comptes rendus. Parce que la production du savoir, qui se fait aussi bien en Libye qu'en Tunisie, autour de cette question, même si ce n'est pas grand-chose, c'est intéressant. Moi, j'ai dit que par rapport à ce livre-là, honnêtement, vous l'avez à l'IRNC, vous auriez dû l'utiliser. Moi, je n'ai fait que coordonner des travaux, mais au moins, les auteurs qui ont participé. Zahir Mreid, par exemple, c'est quelqu'un qui a soutenu sa thèse en 1977 à Chicago, et que c'était le fils d'un diplomate, et l'un des éminents professeurs, et il est vieux aujourd'hui, il a plus de 80 ans, mais c'est incontournable. Il y a 55 ans. Qui? Ah oui, oui. Non, il y a 77, non, presque 50 ans. Oui. 45. C'est ça, presque 50. Oui. Voilà, donc, et aussi, juste pour finir, c'est que nous, quand on a été contacté par le centre de consulting de Benghazi, Markaz al-Buhouth wal-Istishara, pour travailler sur cette question de vivre ensemble, à l'époque, la Libye était vraiment en pleine guerre civile. Et nous avons cherché les possibilités ou les précédents historiques du vivre ensemble, de la possibilité pour les Libyens. Ce n'est pas un miracle que ces gens-là arrivent à discuter entre eux. Et d'ailleurs, je rajoute un autre élément, juste 2 minutes. Je rajoute un autre élément, c'est qu'après la chute de Gaddafi, les Libyens se sont inscrits massivement dans la société civile. Ils ont créé des associations.
ils ont adhéré à des partis politiques. Mais moi, à mon avis, et vous l'avez dit aussi d'une façon directe ou indirecte, c'est que vraiment l'intrusion étrangère et notamment des puissances régionales, la Turquie, le Qatar, l'Égypte aussi, mais aussi l'OTAN n'a pas prévu la suite de la chute de Kadhafi. Une fois donc, il y a eu la chute du dictateur, donc ils ont laissé la Libye à son sort. Là, c'est un problème. Autre chose, c'est que la Tunisie, ce qu'on avait espéré, mais moi par la suite, avec mes collègues, on est parti sur notre piste de recherche, la Tunisie peut devenir, peut-être avec les RMC, avec une collaboration entre les RMC et certaines structures de recherche, peut devenir une base arrière de recherche sur la Libye. Et aussi des centres d'appui pour les chercheurs libyens qui sont les universitaires, qui sont, moi j'en ai eu des témoignages, qui sont dans une situation, vous connaissez le cas de Amal, elle est en vadrouille depuis des années. Elle est en Allemagne. Oui, mais en exil, finalement. Oui. Vous savez, elle est la fille de qui, elle? Oui, mais bon... Oui, non, mais elle est la fille de l'un des dignitaires de régime. Et elle a fait des études, et elle a fait un travail intéressant. Et du coup, donc, ce qui s'est fait, une pression sur l'élite, sur les personnes qui peuvent apporter une réflexion intéressante. Moi, j'ai vu Amal et j'ai vu Azza Abdel Maghour, qui vit maintenant au Canada. Une avocate, romancière et une femme très intelligente. Et ça, c'est fait par les islamistes, par Al-Ghariani, qui a dit que si cette élite reste là en Libye, nous ne pouvons pas gouverner. Donc, ils ont assassiné, terrorisé les intellectuels et les élites de l'ancien régime pour qu'ils partent à l'étranger. Et finalement, c'est le chaos. Voilà. Merci beaucoup, merci M. Belkif. Je profite avant de passer la parole pour dire qu'il me semble que vous avez dit vraiment deux choses très très intéressantes sur cette question de la possibilité de mobiliser la bibliographie en arabe. Ça, c'est vrai que c'est très souvent une limite dans les travaux qui sont faits en Europe ou ailleurs. C'est qu'on sait bien qu'il y a des travaux qui sont faits en arabe. On communique avec les collègues arabophones par l'intermédiaire de colloques, d'endroits où on se voit. Mais pour la lecture et pour le travail de fond, il y a des limites et je pense que tout le monde en a tout à fait conscience et surtout on a conscience qu'il faut les dépasser et ça c'est certain. Et la deuxième chose que vous avez dite, mais je voudrais rebondir dessus, c'est parfois, c'est pas parce qu'on ne cite pas les gens qu'on ne les a pas lus ou qu'on ne les connaît pas. C'est aussi parce qu'on décide que là, à ce moment présent, on est ailleurs, on a avancé dans la réflexion, on ne peut pas toujours... Ça, c'est un peu pour défendre mes camarades, hein, même si vous ne les avez pas attaqués. Non, mais peut-être que vous ne citez pas le livre que j'ai coordonné, peut-être vous pouvez avancer cet argument-là, même si pas... Mais ne pas citer Monsophonèse, ne ne serait-ce de dire qu'il y a un travail qui a été fait. Ça, excusez-moi, c'est inexcusable. Excusez-moi. D'accord. Mais alors, bon, peut-être, je ne sais pas. Mais c'était pas pour ce livre-là en particulier, c'était par rapport à la référence de 1977, pardon, je ne voulais pas, c'était pas du tout par rapport à votre ouvrage. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose avant de passer la question, de passer les questions à la salle, pardon. Mais en fait, je pense ce qu'on a cité, Monsophonèse, peut-être pas l'ouvrage que vous avez mentionné en arabe, mais il y avait des autres ouvrages en arabe qu'on a cités. Il y a des ouvrages de Al-Barni, Al-Berber, et on a aussi abordé la question de la construction de l'idée d'un Libye unie avant la période coloniale ou dans les premières années, par exemple, même avant l'élaboration d'Al-Mukhtar, il y avait la réflexion de la Jumhuriyat Trablussia, l'intégration de la Tripolitanie entière dans une idée de Watan en fait. Donc il y avait déjà ce processus-là et on a cité ce processus-là dans notre article, l'article qu'on a créé ensemble. Et tout à fait
puisqu'on avait l'intérêt à retracer le politique dans l'histoire libyenne et pas seulement dans l'interaction avec des puissances extérieures dans une perspective de pacification des Libyens, mais d'interaction en fait. Et c'est pour ça qu'on a mentionné la question de l'exil des muhajirin libyens et ailleurs, et après en fait l'élaboration de l'idée de Libye à travers l'histoire. Donc c'est, tout à fait, on n'a pas cité toute l'historiographie possible, mais je suis sûre qu'on a cité Ernest et on a cité des travaux en arabe, même des travaux qui sont en cours. Par exemple, il y a tout un travail à Berlin avec des académiciens libyens qui est en cours de se faire, et on a aussi cité ce laboratoire-là. Donc, on est attentif, peut-être qu'on ne peut pas avoir une connaissance encyclopédique, et je vous remercie pour avoir souligné des autres ouvrages qui n'ont pas cité, mais c'est tout à fait, c'était important pour nous d'inclure des perspectives libyennes sur la Libye, et d'historiographie libyenne en fait, et on a essayé de le faire. Et après, pour la question de la migration, en fait, on a eu donc on s'est interrogé sur l'opportunité de répliquer des réflexions qui avaient sorti la même année. Donc, Ali Ben Saad a coordonné un numéro spécial qui a abordé la question de la migration. On a cité le numéro-là, mais on ne voulait pas refaire. On voulait en fait intégrer un débat qui était en cours. On a cité ce travail. On a essayé de proposer des perspectives qui n'étaient pas là. Et compléter. Et compléter, oui. En fait, c'était... Parce que comme vous disiez, comme c'était les 10 ans, c'était une année où il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties à ce moment-là. Pardon Chiara, je t'ai coupé, mais je me disais qu'aussi une autre chose très intéressante que vous avez dite, avec laquelle je suis entièrement d'accord, c'est de dire que la Tunisie est une base arrière pour les études sur la Libye, pour les universitaires libyens eux-mêmes. Elle devrait être, ce serait une opportunité. Elle peut être en train de le devenir, je pense, parce que pour avoir... alors l'IRMC, à lui tout seul, ne peut pas évidemment remplir ce rôle, mais j'ai été témoin de quelques rencontres qui se sont faites sous l'œil bienveillant et sous l'aile, on va dire, de l'IRMC entre des universitaires tunisiens et des universitaires libyens. Et c'est très clair que les universitaires tunisiens mettent de l'huile dans les rouages et que du coup les conversations et les échanges peuvent se faire vraiment mieux, parfois même mettre de l'huile dans les rouages entre des Libyens de régions différentes, qui ne se voient pas quand ils sont en Libye et qui peuvent se voir en Tunisie. Au mois de juin, on organise ici à l'IRMC, enfin c'est l'IRMC qui organise, mais évidemment pas dans nos locaux parce que c'est trop petit, on organise un colloque sur le patrimoine archéologique, manuscrit et culturel. Et là, on va recevoir des collègues libyens, français, italiens, tunisiens. Et donc, on espère mettre tout ça un peu en musique et donner l'opportunité aux gens d'échanger. On a des conventions aussi avec des universités libyennes, dont les présidents, à chaque fois qu'ils viennent en Tunisie, disent « Mais venez, il n'y a pas de problème, venez faire du terrain ». Bon, même Soraya Raham a essayé, et puis au moment où ça doit se faire, bon, je crois que ça bloque un peu, ça ne se fait pas. Mais il y aura, on espère, des opportunités à faire ça. Et je crois que les universitaires libyens sont toujours très contents de venir en Tunisie en plus. Et ils se sentent chez eux, et d'une certaine manière, ils sont un peu chez eux aussi, enfin en tant que voisins en tout cas. Voilà, on peut peut-être donner la parole à la salle si vous avez des questions. Il est 19h moins 20, il est 7h moins 20, on peut aller jusqu'à 7h si vous voulez. Il y a Daniela et Madame
Monsieur Lily, Je suis la madame avant. Alors, Non, je voulais juste savoir comme ça, jusqu'à quand elle va durer cette guerre civile en Libye? alors, à qui on pose la question là? Qui a sa boule de cristal? Exact. C'est une question de boule de cristal. Malheureusement, d'après tous les travaux que j'ai lus, et encore plus là, ce qui a été écrit dans ce numéro-là, c'est que le sort des Libyens, donc nous on espère que les Libyens peuvent se mettre d'accord, mais le sort des Libyens est défini à l'étranger. Et pas seulement, parce qu'il y a des moments où que les grandes puissances qui avaient la possibilité de faire bouger ou de jouer sur l'échiquier local. Mais maintenant, depuis 10 ans, un peu plus, c'est qu'il y a des puissances régionales avec l'argent, avec, comme l'a dit les trois, donc l'Égypte, la Turquie, le Qatar, les Émirats aussi, peuvent avoir aussi leur stratégie. Et cette stratégie peut alimenter les conflits. Et dans une société tribale, il y a toujours la possibilité de déclencher des guerres facilement. On n'a pas de boule de cristal. Non, on n'a pas de boule de cristal et surtout, il faudrait aussi peut-être, c'est qu'on souhaite avec le numéro spécial, insister sur des modèles de participation qui en fait ne font que creuser les divisions et s'attendre que les modèles de participation qui est correct, qui est moralement correct, c'est celui au moins ça correspond au modèle de puissance de l'Occident et du modèle néolibéral et qui est en train d'exclure et mettre en ombre tout autre exemple. L'exemple de la participation amnésique, ça signifie qu'on peut voir des formes de participation qui, sur papier, sont de jure, ils sont correspondants tout à fait au modèle démocratie, mais quand il s'agit de les reconnaître par des puissances qui, en fait, ne sont pas vraiment intéressées à la démocratie, ils ne sont pas reconnus. Donc, alors, qu'est-ce que vous voulez de nous? C'est des mondes bien, en fait, je crois. Et la question aussi, vraiment, c'est très difficile. Donc, tu dis, pardon, c'est l'imposition d'un modèle et finalement le non-respect de cette imposition de modèle qui crée les tensions, qui envenime les tensions. C'est qu'on est aussi en train de voir, au-delà de la Libye et même en Europe, la crise du modèle démocratique. Parce que ça semble que le mot démocratie, c'est c'est sujet aux d'autres questions qui ne sont pas en fait la politique de la participation, mais la politique de marché. Donc, je dirais que ce qu'il a essayé de souligner, c'est que la participation et la démocratie électorale ne sont pas la même chose. Et donc, en Libye, il y a des formes de participation et d'essayer à accéder à l'espace public et à le partager qui ne sont pas forcément présents dans le débat politique institutionnel qui est facilité au niveau de l'OTAN ou de l'ONU. Donc ça se passe ailleurs. Ça se passe ailleurs et n'est pas reconnu. Donc ces faisons d'occuper l'espace public sont suivants des narrés racontés, merci, comme des forces centrifuges, des dynamiques de chaos, mais en fait ce sont des formes d'occupation de l'espace public et des réflexions sur des possibilités d'expérimenter avec le futur une perspective de Libye différente qui n'est pas acceptée au niveau international. Alors qu'elle pourrait être légitime. Et c'est vraiment frustrant, je crois, pour les Libyens de se sentir toujours mesurés avec des modèles imposés de l'extérieur et de ne pas se voir reconnus dans des façons différentes d'expérimenter avec l'espace public, le débat sur des perspectives sur le futur du pays
Et donc, vous avez deux majalis al-hukama, donc des conseils de sages, de vieux, et qui sont considérés Des gens qui sont considérés comme des forces centrifuges ou antidémocratiques ou traditionnelles. Mais en fait, il y a beaucoup de monde qui interagissent avec ces majalis-là, qui ne sont pas forcément je ne sais pas, des anciennes. Il y a aussi des jeunes qui interagissent avec ces démarches-là, des médiations de conflits, et reconnaissant que cela fonctionne et qu'il y a un rôle qui peut être renouvelé dans le présent, mais il n'y a pas l'espace de considérer comment ces démarches-là peuvent fonctionner dans le devenir libyen. Merci. Bon, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais en tout cas, on a des pistes pour savoir pourquoi il y a des choses qui bloquent. Monsieur Philippe. Il y a des gens. Oui, mais Daniela, elle arrête pas de dire. Merci, bon, juste, j'ai voulu réagir à certaines idées qui ont été faites, présentées dans la présentation des deux chercheuses. Premièrement, au niveau de l'usage du concept de révolution pour parler des événements qui se sont déroulés en 2011, je crois qu'il est temps de déconstruire ce discours-là qui considère qu'il y a eu réellement une révolution. Moi, j'étais en Libye en novembre 2010, dans un colloque international, et il n'y avait pas du tout une période pré-révolutionnaire. Au contraire, il y avait un espoir que le fils de Kadhafi va pousser les choses vers une libéralisation, et les jeunes étaient enthousiastes pour la libre entreprise, etc., etc. Tout le monde pense à monter une entreprise, etc., etc. Donc, loin de là. Donc, vraiment, il faut, surtout en liaison avec l'intervention des avions de l'OTAN, on ne peut pas parler... Bon, ce qui s'est passé en Tunisie, c'est totalement différent. Et encore, même pour la Tunisie, il n'y a pas uniquement un processus national, il y a un processus local, mais il y a eu interférence avec des équilibres régionaux et internationaux. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est le fait de dire que la Libye n'a existé que après l'indépendance. Ou bien l'idée d'une Libye. Bon, je pourrais peut-être donner une idée. À l'époque, depuis le XVIe siècle, la fin du XVIe siècle, les Ottomans étaient là. Donc, la Libye était une province ottomane. Mais à partir du XVIIIe siècle, il y a eu émergence de la dynastie de Karamelli, qui a gouverné même jusqu'à 1830, si mes souvenirs sont bons. Et à cette époque-là, il y avait quand même la province de Tripoli et même la région de Fezzan, qui est plus ou moins reculée, etc., etc. Il y avait d'une manière ou d'une autre une forme d'allégeance au pouvoir central de Tripoli. Et la Cyrénaïque, la même chose. Bon, mais le terme royaume de Libye n'a existé que à partir de l'indépendance. Et c'était une confédération entre les trois. Mais on peut quand même dire que, et Ria vient Romain Linero qui voilà, l'article effectivement, oui, mais c'est toi qui en a parlé maintenant, la résistance a encore forgé, plus ou moins, les liaisons. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Bon, je pense qu'il n'y a pas de questions. Moi, j'ai beaucoup écrit sur ça, donc c'est vraiment, je suis tout à fait d'accord sur le rôle de... Tu peux nous rappeler ta thèse? J'ai travaillé sur la question berbère, donc la mobilisation de la question berbère par le colonialisme italien. Mais en fait, j'ai écrit sur les imaginaires à l'époque ottomane et j'étais en train de souligner comment il y avait des imaginaires dans Libye avant et qui cet imaginaire-là, on essayait de négocier avec la puissance coloniale des indépendances ou des marches d'autonomie. Donc il y avait
l'émirat de Tripolitanie, il y avait un émirat en Cyrénaïque. Après, dans le 1918, il y a eu l'expérience de la République tripolitaine, qui en fait était déjà la première république de l'Afrique du Nord, mais qui était le résultat d'un gros travail de médiation et négociation au niveau des élites libyennes, parce qu'il y avait aussi l'option de l'émirat. Et donc il y a eu des rencontres entre les élites libyennes qui ont opté pour la République et non pour l'émirat, parce qu'il y avait, parce que la République c'était déjà un thème international dans la médiation de l'après la Première Guerre mondiale, et donc il y avait la possibilité de mobiliser une idée qui s'était plus proche à l'acceptation européenne de l'indépendance. Donc s'il voulait l'indépendance, cela devait être poursuivi à travers la République. Et donc ils ont opté pour la République pour ce motif-là. Et donc il y avait aussi une perception et une connaissance de la dynamique internationale très profonde et de la façon dont présentait le projet autonomiste de façon compréhensible pour les partenaires européens. Et ça, c'était vraiment très articulé au niveau local. Et il y avait un know-how vraiment important. Et il y avait aussi, dans les archives italiennes, il y a de militaires italiennes qui écrivent à Rome et ils disent, vous voyez, ils lisent beaucoup ce qui se passe en Europe. Ils nous connaissent mieux qu'on peut connaître eux, et donc ils sont en pouvoir et il faut les étudier beaucoup. Et c'est là qu'ils développent toute la démarche, par exemple, des études berbères pour diviser la résistance et tout ça. Donc il y a vraiment une dynamique très intéressante dont les Libyens ne sont pas passifs du tout. Et cela, pour moi, mobilise un angle d'interprétation différent, même de ce qui se passe aujourd'hui. Donc, même pour moi, même la mobilisation de la question tribale, c'est beaucoup plus compliqué qu'on est... Je le crois. Ouais. Merci. Pardon. Excuse-moi de finir tes phrases, mais je sens que ça commence à être fatigant. Mais en plus, c'est vrai que, non, juste pour clarifier un truc, donc toute cette articulation, toute cette conscience de l'histoire, des efforts et tout, ça n'existe pas dans les discours de la Libye. Comment la Libye est, c'est toujours la Libye avant et après la révolution, pour dire avec Kadhafi il n'y avait rien, et la passivité et tout. Donc il n'y a aucune connaissance presque dans le débat public de toute cette articulation de ça. On connaît la forme, le norme de la Libye, comme quoi c'est créé par Léo. Mais tout le reste, il est totalement inconnu. C'est ça qui nous a mobilisés. Oui, c'est intéressant, vous l'avez dit d'ailleurs. On va prendre la question de Daniela. Oui. Peut-être si tu veux te présenter. Oui, je l'ai pas fait dans les précédents, pardon. Je m'appelle Daniela Musina, je suis chercheuse doctorante à l'École normale supérieure de Pise en Italie, italienne aussi. Et je suis à l'accueil scientifique à l'IMC depuis... Je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a plein d'Italiens. C'est la colonisation. Et moi, j'avais une question. Je ne suis pas experte de la Libye du tout, mais je m'intéresse beaucoup au pays pour des raisons diverses, disons comme ça. Et j'avais une question par rapport à cette idée d'exceptionnalité que vous avez mentionnée, que j'ai trouvé très intéressant parce que je les vois beaucoup dans les cas tunisiens. Enfin, c'est un concept, enfin, c'est une idée qui a été mobilisée historiquement pour la Tunisie aussi, dans un sens plus positif, si on veut, qui reste problématique. Dans les temps de Ben Ali, déjà la Tunisie comme en tant que bon élève, un discours un peu international sur ça, et la Tunisie qui garde un bon parcours vers l'ouverture, la démocratisation, etc. Donc une idée qui est très présente dans les perspectives de transitologie, comme vous l'avez justement évoqué.
Mais je me demande si dans les cas de la Libye, ça a été vraiment conjugué dans une perspective plutôt négative, encore plus négative, disons, avec des effets plus négatifs, surtout notamment avant l'intervention de 2011. Il y a eu, comme on le sait, une intervention massive de l'OTAN et des acteurs internationaux qu'on n'a pas vu dans les autres contextes de, si on veut, crise également grave comme la Syrie. Donc est-ce que cet élément un peu imaginaire de la Libye comme territoire exceptionnel et apanage aussi d'une intervention externe, ça a été possible aussi par la mobilisation internationale, mais par des acteurs libyens aussi, peut-être, de ces discours exceptionnels, si on veut, de la Libye. Et peut-être j'ai une deuxième question, si je vais... Un peu courte. Oui, un peu courte. Cette histoire, cette question de la création d'une idée nationale, etc., c'est très intéressant. Et je me demande justement si on peut les détacher de, comme vous avez évoqué la figure de Omar Mokhtar, comment il était important pour justement poser les bases d'une Oumma Libye, une idée de nation libyenne. Mais est-ce qu'on peut les détacher complètement d'un contexte plus, encore une fois, international, historique de colonisation? Parce qu'il était un ingénieur social qui a justement imaginé un rôle un peu plus pacifique de communauté locale libyenne comme communauté, si on veut, aussi unie et nationale, mais il était un résistant colonial surtout. Donc je me demande si on peut regarder les spécificités libyennes par rapport à cette idée des nations, tout en gardant les rôles de la colonisation avant la présence britannique et après la colonisation italienne. Ouais. Qui veut répondre? Je suis en train de réfléchir. Tu peux résumer la question sur Oui, genre, qu'est-ce que finalement a rendu légitime, si on veut, l'intervention si massive en fait en Libye en 2011? Alors, juste avant que tu répondes, moi je suis mauvaise en géopolitique, mais j'ai pas l'impression que la Libye soit le seul pays où l'OTAN soit pas du tout. Ouais. Justement, c'est pas les seuls pays, mais dans les contextes de 2011, sur les moments, c'est vrai que ça a été, sans vouloir tomber dans les débats géopolitiques, forcément, comme vous l'avez dit, c'est pas ça qui compte, mais quand même, et il y a toute une machine après de post-intervention qui a été mise en place et qui est toujours présente. Donc. Pour légitimer tout ça. Vous voulez que je réponde encore à ça? En fait, en Libye, il y a eu une mobilisation, notamment des mamans, des personnes qui étaient emprisonnées à la prison de Bosnie, de la prison de Bosnie. Donc il y a eu quelques sortes de mobilisation, mais ça s'est passé comme en Syrie. Donc du coup, la répression était sanglante. Cette répression sanglante a donné le prétexte, notamment à la France, qui a convaincu l'Italie, et par la suite donc toutes les puissances occidentales, de bombarder la Libye. Et après, il y a un mobilisement des événements. Et cette histoire, donc il faut toujours, disons, entre guillemets, camoufler ou donner l'impression qu'il y a quand même une révolution pour légitimer cet appui aérien de la révolution. Mais il y avait des armes partout en Libye. Donc voilà, c'est juste par rapport à cette question-là. C'est que quand on revient au contexte, on peut voir quand même que ça commence par une petite révolte ou quelques manifestations, mais c'est possible, quand il y a la volonté internationale, d'intervenir massivement, parce qu'on peut toujours trouver le prétexte moral pour pouvoir attaquer. Nous savons quels sont les dessous des cartes. Vous voyez les problèmes de Sarkozy avec la justice, vous pouvez avoir une partie de votre réponse. Je crois qu'il y avait une autre question. Mais une autre question. De Daniela, la deuxième question. Ah oui, pardon. Si vous voulez répondre. Je déjà laquelle. La question sur Omar Mokhtar. Ah d'accord, ok, je laisse. Non, en fait, je pense que le colonialisme a orienté la réformulation du débat, mais qu'il y avait déjà un débat à l'intérieur qui s'était lié
à l'élaboration de l'être Provence ottomane dans une période dont l'Empire ottoman était en train de se réformer. Donc il y avait déjà une réflexion sur ça. La Tripolitanie était en Provence, ils ont eu des élections, ils avaient des représentants, et il y avait tout un débat à l'intérieur de la Tripolitanie et de la Cyrénaïque sur ce qui signifie être en province de l'Empire ottoman en train de se réformer. Et donc, il y avait deux réflexions sur le fédéralisme, la possibilité de se fédérer comme deux nations, entre guillemets, indépendantes dans le milieu impérial ottoman, qui était considéré déjà un dispositif anticolonial dans ce moment-là de l'histoire. Il y avait tout le mouvement de l'islam, et donc un mouvement pan-islamiste, réformiste, qui était en train de penser l'appartenance à l'Empire ottoman de façon vraiment très articulée. Et la Tripolitanie était partie de ça, et aussi la Cyrénaïque, mais de façon différente. Donc le colonialisme a changé la façon de formuler ces réflexions et les référentiels extérieurs, parce qu'à un moment donné, il n'y avait pas l'Empire ottoman non plus, et donc il y avait le colonialisme italien, il y avait la nécessité de se confronter avec ces puissances-là. Mais en fait, le débat était déjà là, et le vocabulaire a changé. Et pour ce qui concerne la question de l'exceptionnalisme libyen, je pense que l'intervention internationale a joué un rôle très important, mais aussi que cela a occulté l'articulation de la guerre civile libyenne. Parce qu'en fait, il y avait beaucoup de personnes contre le régime de Kadhafi, mais il y avait beaucoup de personnes avec. Et donc, dans cette articulation-là, il y avait aussi une pression internationale pour la résolution du conflit dans un délai vraiment limité. Et pour faire cela, la communauté internationale a donné son appui. Merci. J'ai des problèmes avec le français, comme vous voyez. Et donc, a appuyé en partie contre l'autre. Parce qu'ils ont pensé que c'était plus facile de manipuler ces parties-là. Mais en fait, ce n'était pas le cas. Donc, ils ne connaissaient pas très bien le terrain libyen, la spécificité. Ça, c'est mon interprétation. Merci. Merci. Écoutez, il restait une question, mais je voulais il est 19h, peut-être qu'on peut lever la séance et vous poserez la question à part pour pas que les gens commencent à partir sur la pointe des pieds comme ça. En tout cas, merci beaucoup. Merci.